Bonjour à tous, bienvenue pour cette restitution. Je ne sais pas si on démarre d'entrée. Oui, alors pour ceux qui... Vous pouvez activer les caméras, comme ça on voit qui c'est qui est avec nous. Merci. Bon, écoutez, on va démarrer. Je vais dire quelques mots d'introduction pour démarrer cette présentation de notre PPS. Alors, merci d'être présents ce soir. Nombreux, j'ai l'impression. Merci à tous. Pour assister à la présentation de notre programme pluriannuel d'activité, véritable feuille de route de notre SAFER, que va vous dérouler dans un instant Laurent Messigara, notre nouveau directeur général. Avant de vous présenter ces objectifs stratégiques, je voulais revenir un peu sur l'actualité. En effet, je ne pouvais pas introduire cette réunion en tant que PDG de la SAFER, mais aussi qu'en tant qu'exploitant agricole, sans parler de l'été que nous venons de passer. Sans parler du réchauffement climatique que nous subissons tous, des dégâts matériels qu'il provoque, de l'affaiblissement inquiétant de la ressource en eau, de la désorganisation des calendriers culturaux et de l'augmentation des événements extrêmement menaçants des cultures. C'est une des menaces qui pèsent sur notre agriculture régionale. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule. Artificialisation des sols, problème de renouvellement des générations, problème de compétitivité des exploitations. Face à ces menaces, la question qui est dans toutes les têtes est évidemment comment préserver notre agriculture, comment préserver notre territoire. Et ce sont ces questions qui ont guidé notre réflexion. La SAFER PACA est un acteur parmi d'autres de l'aménagement de notre territoire et elle a à cœur de contribuer, dans le cadre de ses missions de service public, à préserver ce territoire au travers de la régulation du marché foncier agricole et naturel. Les objectifs que nous allons vous présenter décrivent donc comment la SAFER PACA entend jouer son rôle pour les années 2022-2028 au service de l'intérêt général. Avant de laisser la parole à Laurent, je veux réaffirmer à nouveau que le fil rouge qui nous a guidés et qui va nous guider pour les 6 années à venir est comment être utile à notre agriculture et à notre territoire. Quelles responsabilités souhaitons-nous assumer vis-à-vis de la société dans son ensemble? En clair, quel engagement prenons-nous pour participer à maintenir notre territoire vivant et vivable? Laurent, je te laisse la parole. Merci Patrice, bonsoir à tout le monde. Alors en guise d'introduction, ce que je vous propose, c'est une petite surprise. Je vous propose de visionner un film que nous avons élaboré avec notre partenaire qui illustre parfaitement notre approche et notre réflexion dans le cadre de ce programme pluriannuel d'activité. Depuis 1972, l'urbanisation de notre région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur ne cesse de croître. En 50 ans, l'artificialisation des sols a plus que doublé, et ce, majoritairement sur la frange littorale. Parallèlement, la forêt grignote peu à peu les terres anciennement cultivées. Près de 145 000 hectares de friches agricoles représentent un vrai potentiel. Mais elle reste difficile à reconquérir sans assouplir la loi en matière de défrichement. Entre 1972 et 2020,
La surface agricole utile a donc diminué de moitié. Sur le bassin azuréen et le bassin provençal, elle atteint même le seuil critique de 13%. Sous la barre des 15%, nous mettons en danger notre souveraineté alimentaire. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Le SRADET prévoit 4000 hectares d'artificialisation tous les 10 ans. À cela s'ajoute un objectif annoncé de 19 000 hectares de parcs photovoltaïques d'ici 2050. Aujourd'hui, notre région est à 12% d'autosuffisance alimentaire sur les produits agricoles non transformés. Est-ce suffisant? La réponse est non. Pour faire face aux défis à venir, il est donc urgent d'agir afin de reconquérir nos terres agricoles. Mais où trouver du foncier et des porteurs de projets tournés vers la filière alimentaire? La SAFER dispose d'outils puissants pour préserver le foncier agricole et favoriser l'installation. La préemption partielle en est un. Récente mais très efficace, elle nécessite cependant une grande agilité financière. En 2021, l'augmentation de nos capacités de stockage nous a ainsi permis de maîtriser près de 400 hectares. Parallèlement, le travail mené avec l'ensemble de nos partenaires nous permet de poursuivre le déploiement d'outils de portage et d'en créer de nouveaux, à l'instar de la société coopérative Terre Adonis, qui ne cesse de faire ses preuves. Une autre tentative de réponse est en route avec la création d'une plateforme collaborative. Elle permettra d'agglomérer et de connecter les offres et les demandes. Cette plateforme aiguillera également les porteurs de projets vers les points d'accueil-installation ou vers des référents économiques et techniques. Vous l'aurez compris, l'heure est à l'action. Et pour que tout ceci soit possible, nous devons, d'une part, avoir les moyens législatifs de reconquérir les friches et les terrains agricolables, d'autre part, maintenir une politique offensive en matière de régulation des prix, de changement de destination des terres, d'agrandissement lié aux cessions de parts. Car c'est de l'avenir de notre agriculture dont il s'agit, de l'avenir de notre alimentation, de notre avenir à tous. Bon, nous pouvons donc enchaîner. Pour commencer, je souhaitais de manière synthétique vous repréciser ce qu'était un programme pluriannuel d'activité pour une SAFER et comment la SAFER PACA avait élaboré ce programme. Alors, un programme pluriannuel d'activité, c'est un programme d'action basé sur une stratégie qui a été élaborée au sein de nos instances. Il s'agit d'un document de planification qui contribue à orienter les arbitrages du foncier sur les territoires. Document de planification qui, à notre sens, est une véritable feuille de route politique et technique. Comment l'avons-nous élaboré? Nous avons scrupuleusement suivi des instructions ministérielles qui sont communes à toutes les SAFER. Puis nous avons évidemment réalisé un bilan de notre programme pluriannuel précédent sur la période 2015-2021. Nous avons évidemment consulté l'ensemble de nos partenaires, évidemment les comités techniques départementaux des 6 départements de la région et l'ensemble de nos partenaires historiques. Nous avons également réalisé une analyse de territoire, une analyse des contextes en nous basant sur les bassins prévus par le SRADET. Et nous avons élaboré également une analyse interne sur les atouts et faiblesses de la SAFER et sur les opportunités et menaces qui nous entouraient. Et pour finir, chose relativement innovante, nous avons également consulté les citoyens à travers 12 réunions publiques qui ont eu lieu en 2021 sur 6 territoires de SCOT. À cela, et j'y reviendrai en fin d'intervention, nous sommes également nourris et nous avons ajouté notre réflexion sur notre politique interne en matière de RSE. Tout ça nous a permis d'élaborer notre stratégie, de définir des objectifs et des engagements. Et pour finir sur cette présentation introductive, vous précisez que ce PPAS a été validé par notre conseil d'administration le 10 juin 2022 et validé également par arrêté préfectoral le 26 juillet 2022. Alors, notre stratégie du PPAS s'articule autour de 10 objectifs. 10 objectifs que nous avons, dans un deuxième temps, déclinés en engagements. Donc, je vais m'atteler à décrire ces objectifs et ces engagements
et vous verrez que nous retrouvons, et heureusement bien entendu, l'ensemble des missions régaliennes qui incombent à une SAFER. Nous avons eu à cœur de proposer des engagements qui traduisent de manière très claire les préoccupations fortes qui sont remontées de l'ensemble des consultations que nous avons réalisées. Premier objectif, nous l'avons intitulé « Faciliter l'accès à l'information, offre et demande de foncier ». Il s'agit pour nous, le maître mot dans cet objectif est notre accessibilité. Il nous apparaissait important, à la lumière de ce qui nous était remonté du terrain, d'être encore plus accessible pour la période à venir. Donc rendre nos appels de candidature bien connus encore plus accessibles. Des choses sont réalisées dorénavant sur notre site internet, vous y avez accès. Les appels de candidature sont spatialisés, donc ça nous permet d'être plus lisibles pour les porteurs de projets. Nous entendons, dans un avenir très proche, développer également un service d'alerte pub et surveillance aux particuliers. L'idée est que chaque porteur de projet pourra préétablir une liste de communes qui lui permettra, quand la SAFER maîtrisera un bien sur cette commune et réalisera un appel de candidature, de recevoir un mail d'alerte de telle façon qu'il puisse saisir toutes les opportunités sans en louper aucune. Le troisième point relatif à ce premier objectif est un point qui est le fer de lance de cet objectif, c'est la création d'une plateforme collaborative d'accès au foncier. Alors pourquoi avoir eu cette idée-là? L'idée est assez simple, elle part d'un constat simple, c'est que l'offre de foncier est extrêmement disparate et éclatée. On pense évidemment aux appels de candidature SAFER, aux notifications qui apparaissent sur notre site internet, mais il y a également les offres sur les répertoires départementaux d'installation. Il y a également des communes qui peuvent proposer du foncier, des particuliers qui peuvent proposer du foncier. Et donc le porteur de projet peut avoir du mal à s'y retrouver par rapport à toutes ces offres de foncier et du coup avoir du mal à saisir les opportunités. L'idée de cette plateforme collaborative d'accès au foncier est de regrouper en un seul lieu sur le net l'ensemble des offres de foncier à disposition des porteurs de projets. L'idée, c'est de créer une espèce de guichet unique. J'insiste sur le fait que dans notre esprit, la plateforme est un outil participatif, partenarial, que nous entendons construire avec l'ensemble des partenaires à l'installation. Et évidemment, dans cette plateforme-là, l'ensemble des porteurs de projets aura tout le loisir de pouvoir s'inscrire et répertorier son projet. C'est ce qui nous permettra d'être plus efficace et de faire rencontrer classiquement l'offre avec la demande. À chaque fois que je vais égrener les objectifs qui ont émané notre réflexion, je vais à chaque fois renvoyer à des termes, des mots qui sont remontés des consultations et notamment des consultations citoyennes. Cette notion d'accessibilité est revenue souvent. Je reprends quelques termes qui ont été employés lors des consultations. Une meilleure diffusion des informations pour favoriser les transmissions et l'installation, faciliter l'accès à l'information sur les terrains disponibles, accompagner les porteurs de projets. On est vraiment dans cette réponse à cette demande sociétale de nous rendre plus accessibles et plus lisibles. Deuxième objectif, être force de proposition en matière d'observation foncière. Vous savez que la SAFER, depuis plusieurs années, produit un certain nombre d'études et met l'accent sur la production de données et de connaissances sur la question foncière d'une manière générale. On pense notamment aux sujets qui ont trait à la structure du foncier, à l'analyse des marchés, des prix, à l'analyse de la segmentation des marchés. On pense évidemment à la question de la consommation de l'espace agricole, naturel et forestier, à l'analyse sur les gisements fonciers ou encore sur les changements de destination. Notre idée est de continuer cet effort de production de connaissances pour fournir des outils d'aide à la décision auprès des partenaires et des structures qui sont force de proposition en matière d'aménagement du territoire. Dans cette rubrique d'observation foncière, nous entendons également développer de nouveaux outils. Je pense notamment à une application que nous venons de créer, OpenFrichMap, qui permet de pointer sur le terrain à n'importe quelle personne des parcelles qui seraient en friche et qui nous permettraient, dans un deuxième temps, d'initier des programmes d'animation foncière pour aller reconquérir
ces espaces en friche. L'idée, au final, vous l'avez compris, c'est que la SAFER soit un acteur incontournable dans le cadre de discussions sur les questions d'aménagement du territoire. Là encore, les consultations citoyennes et autres nous ont demandé de mettre l'accent sur ces aspects-là, puisqu'on touche à la thématique générale de la préservation de l'espace agricole, naturel et forestier. L'idée est de vraiment mettre l'accent sur le partage de données avec les acteurs du territoire. Et évidemment, sous-jacent à cela, on y reviendra, il y a l'idée de la reconquête de l'espace agricole. Troisième objectif, renforcer nos capacités de stockage et de portage. Alors là, on est notre mission, j'allais dire, régalienne et bien connue, autour du renouvellement des générations en agriculture. Il s'agit de transmettre et d'installer. Alors, quels sont nos engagements en la matière? Ils s'inscrivent dans la continuité du PPAS précédent, avec un renforcement de nos capacités de stockage pour optimiser nos interventions. Un chiffre, à l'heure où on se parle, la SAFER PACA a en stock près de 2400 hectares pour 34 millions d'euros, et cela à l'échelle régionale. Et récemment, le conseil d'administration de la SAFER PACA a souhaité que nous augmentions jusqu'à 40 millions d'euros notre capacité financière dédiée au stockage du foncier. Le stockage et le portage passent aussi par la mobilisation de différents outils complémentaires. Je pense au stockage à court terme que nous faisons nous-mêmes, mais également de stockage et de portage qui sont permis par des conventions avec le Crédit Agricole ou encore avec le Conseil régional. Autre corde à notre arc, le film que vous avez visionné l'a évoqué. Nous avons un outil de portage qui a été créé récemment et qui porte ses fruits. Il s'agit de la SIC Terre Adonis, qui a permis l'installation et la signature de 4 dossiers et l'installation de 4 porteurs de projets. Et nous avons 6 autres dossiers en cours. Là encore, il s'agit de porter son effort sur des outils pertinents sur le territoire pour permettre à des jeunes d'accéder au foncier. Troisième engagement, thématique générale, bien entendu, tous ces outils de portage nous permettent de maîtriser et de sécuriser le foncier pour l'installation. Vous allez voir que la notion d'augmentation de notre capacité d'intervention par acquisition de foncier, de terre, de bâti, a été une thématique récurrente lors des consultations de nos partenaires et des consultations citoyennes. Augmenter nos capacités d'intervention. L'idée est de maîtriser du foncier, de maîtriser le prix du foncier également, de transmettre, d'installer des jeunes non issus du milieu agricole et de porter ses efforts sur ces missions régaliennes. Quatrième objectif. Ah, ça c'est une thématique un peu particulière. Intervenir sur l'accès au bâti. Alors qu'entendons-nous par là? Déjà, un double constat assez simple. Le prix du bâti dans notre région a tendance à s'envoler, notamment le prix des bâtis d'habitation. Et cela rend extrêmement complexe, voire impossible, l'accès à ces bâtis par les agriculteurs, jeunes ou moins jeunes. Deuxième constat que nous faisons, à la lumière de notre expérience, c'est qu'il est compliqué, d'un point de vue juridique, de réguler le prix du bâti à travers notre outil traditionnel de préemption en révision de prix. Donc, fort de ces deux constats-là, je rajouterai un point important, c'est un point de contexte juridique. Je vous rappelle que la loi est extrêmement claire. En zone agricole, la zone agricole est inconstructible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code de l'urbanisme. Et seules sont autorisées, à titre dérogatoire, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole. Ajoutons à cela que le code de l'urbanisme prévoit 3 types de destinations. Une destination agricole et forestière, une destination habitation et une destination commerce et services. À cela, vous comprendrez bien que du coup, obtenir un permis de construire pour une maison d'habitation, je mets des guillemets, en zone agricole, ce n'est ni plus ni moins que d'obtenir en fait un permis de construire pour un siège d'exploitation agricole. Et il s'agit bien d'un bâtiment agricole. Donc, en notre sens, fort de tous ces aspects-là, toute cession de bâti d'habitation en zone agricole, de siège d'exploitation à un non-agriculteur, en zone agricole,
dont le permis de construire a été obtenu après 1980 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme liée à ce changement de destination. Et c'est, à notre sens, le seul moyen d'enrayer la spéculation foncière sur les bâtis et de réguler le prix de ces sièges d'exploitation. Donc nous souhaitons mettre l'accent sur cet aspect-là des choses, en contribuant au contrôle des changements de destination et en accompagnant les collectivités sur cet aspect-là pour les aider à contrôler et à réguler ces changements de destination. Cette thématique-là est revenue fortement également dans le cadre de nos différentes consultations. J'enchaîne. 5e objectif, un objectif que vous connaissez, la régulation du marché foncier agricole et naturel. En la matière, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais on insiste là-dessus parce que la SAFER PACA a depuis des années mis l'accent sur cet aspect-là des choses. Il s'agit pour nous d'être présents sur le territoire, de maintenir et de développer notre présence sur l'ensemble du marché foncier, intervenir en préemption de prix, en révision de prix chaque fois qu'il est nécessaire. De la période 2015 à 2021, la SAFER PACA a initié plus de 2000 dossiers de révision de prix. Et sur la période 2017-2020, le nombre de dossiers en révision de prix initiés a augmenté de 147%. Donc vous voyez que c'est une volonté politique forte d'intervenir sur la régulation du prix du foncier. Et un autre aspect des choses qui, à la lumière des évolutions législatives, va nous permettre d'intervenir et d'être présents, c'est la question de la régulation du marché des parts sociétaires avec la fameuse loi Le Sampastou qui devrait nous permettre de mobiliser du foncier pour l'installation de jeunes agriculteurs. Cette thématique relative à la régulation du marché foncier est également revenue dans les propos des différents partenaires et citoyens consultés. Il y a une véritable attente en matière de régulation du prix du foncier en région PACA. Objectif suivant, un objectif qui est assez nouveau, j'allais dire, encourager la souveraineté alimentaire et contribuer à la transition agroécologique. Alors, je pense que tout le monde aura noté que le ministère de l'Agriculture a changé de nom, puisqu'il s'appelle maintenant ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il est clair que, à notre sens, il sera décisif à l'avenir dans les comités techniques que cette notion de souveraineté alimentaire et d'orientation du foncier vers des productions vivrières, des productions alimentaires, soit prégnante dans les processus de décision d'attribution. Dans le même temps, il s'agira pour nous d'accompagner les collectivités du territoire sur la mise en œuvre de leurs programmes alimentaires territoriaux. Vous savez qu'ils sont nombreux en région PACA. Tant la prise de conscience suite à la crise sanitaire du Covid sur la nécessité de relocaliser l'alimentation a été générale. Il s'agit également, dans cette rubrique-là, de contribuer au développement de l'agroécologie, de prendre en compte ce type d'approche dans les candidatures et dans les cahiers des charges qui seront déclinés suite aux rétrocessions. Vous savez que sur cet aspect-là des choses, la SAFER a innové il y a quelques années, il y a un an de cela, avec un programme de plantation de haies composites sur les territoires qui a tendance à se développer sur l'ensemble des 6 départements de la région PACA. Et dans cette rubrique-là, ajoutons également un engagement et une réflexion évidemment à poursuivre sur la sécurisation de l'assise foncière des exploitations déjà présentes sur le territoire, à travers notamment des efforts de restructuration et de lutte contre le morcellement. Cette double thématique de souveraineté alimentaire et de transition agroécologique, ça ne nous étonnera pas, est évidemment revenue dans l'ensemble des consultations et concertations que nous avons réalisées autour des thématiques de l'autonomie alimentaire, de la priorité donnée à des cultures vivrières et la diversification des produits. Les termes d'agriculture durable, de circuits courts et d'agriculture biologique sont également souvent revenus. J'enchaîne sur la thématique suivante. Vous avez vu qu'on avait tendance à la SAFER, en s'intéressant au foncier en région PACA, à gérer la pénurie de foncier. On a beaucoup de demandes et finalement peu d'offres.
Et donc, tout naturellement, on s'est tourné vers les possibilités offertes sur le territoire pour aller reconquérir de l'espace. Et donc, mobiliser des terrains dits agricolables. Alors, le néologisme, il est made in Safer. Quand on entend par terrain agricolable des terrains qui ont une vocation agricole, qui ont un intérêt agronomique, qui ont été exploités, mais qui ont été reconquis par les espaces forestiers. Un chiffre qui a, je crois, été abordé dans le cadre du petit film, 146 000 hectares de friches. À cela, ajoutons 100 000 hectares, d'après nos projections, de terrains agricolables en région PACA. Donc un potentiel énorme sur lequel il est évident qu'on a tout intérêt à porter notre action et à envisager de réaliser des animations foncières pour aller reconquérir ces espaces-là. Évidemment, en tenant compte, le film l'a abordé également, d'une adaptation législative sur les questions de défrichement. Un mot également sur cet aspect des terrains agricolables et notamment reconquis par les espaces forestiers de moindre qualité. Le SRADET a abordé le fait qu'il y avait à peu près 500 000 hectares de forêts nouvellement, d'espaces forestiers nouvellement apparus ces 50 dernières années. Donc vous voyez qu'il y a quand même un enjeu en termes de reconquête des espaces pour faire de la place concrètement. Cette thématique-là, de la reconquête des friches agricoles et des espaces délaissés, est également revenue auprès de nos différents partenaires. J'enchaîne sur l'objectif suivant. Alors, on va quitter stricto sensu l'agriculture, on va s'orienter vers la forêt et la préservation des milieux naturels. 1 600 000 hectares d'espaces forestiers en région PACA. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est prégnant sur nos territoires. Et nous avons vraiment la volonté d'être reconnus comme un acteur du foncier forestier et d'accompagner les politiques publiques en matière de gestion forestière, notamment en termes de prise en compte des candidatures, évidemment, mais également dans le cadre d'élaboration de cahiers des charges ad hoc qui permettront d'orienter ce foncier forestier vers une gestion durable à travers notamment des plans simples de gestion. Il nous paraît essentiel, au regard du morcellement du foncier forestier, de travailler également sur des approches de gestion collective du foncier. Je pense notamment au développement des associations foncières pastorales ou des associations syndicales libres qui permettent de résorber le morcellement intrinsèque de la propriété foncière forestière. Deuxième rubrique dans cet objectif-là, évidemment, c'est la préservation des milieux naturels d'une manière générale. À notre sens, et les politiques publiques nous y invitent fortement, il s'agit de prendre en compte les questions de préservation de l'environnement au sens large, de manière transversale dans l'ensemble de nos opérations, à la fois dans la caractérisation des biens que nous maîtrisons et également dans l'élaboration des cahiers des charges qui incomberont à nos attributaires. Cette thématique de préservation des espaces naturels et forestiers est également revenue largement dans les débats et dans les concertations, avec évidemment une attention particulière sur la préservation de la biodiversité extrêmement riche en région PACA. Une thématique qui a tendance à faire couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment, je pense évidemment au développement du photovoltaïsme. Un chiffre, les objectifs à l'horizon 2050 du SRADET évoquent la nécessité d'installer plus de 19 000 hectares de panneaux photovoltaïques au sol, ce qui est un chiffre qui peut nous interroger, évidemment, et qui nous interroge. L'idée, quand on repense au film que vous avez visionné et quand on voit ce qu'est devenu en 50 ans la SAU en région PACA, on comprend que notre vigilance doit être de mise en la matière. Récemment, le conseil d'administration de la SAFER PACA s'est donné une doctrine en matière de photovoltaïque
en ne souhaitant sur les dossiers SAFER ne voir émerger que des approches expérimentales pilotées par des organismes indépendants. Évidemment, on pense aux chambres d'agriculture ou aux stations régionales d'expérimentation, sur une surface limitée à 1 hectare avec la nécessité du partage, et ça c'est essentiel, du partage des résultats. Avant de signer un chèque en blanc, l'idée c'est qu'on puisse s'assurer de la préservation des enjeux agricoles dans le cadre de l'installation de ces panneaux photovoltaïques. L'idée est également de mettre l'accent sur un suivi des installations photovoltaïques et agrivoltaïques dans le cadre des rétrocessions SAFER. Le conseil d'administration, je parle sous le contrôle de Patrice, a également érigé en règle absolue l'absence de développement de parcs photovoltaïques au sol en zone agricole. Cette question du développement de l'agrivoltaïsme et du photovoltaïsme, de la conciliation des enjeux de transition énergétique et d'agriculture, a été récurrente également dans nos échanges, avec en ligne de mire cette nécessité de préserver les espaces et de préserver la SAU. Dernier point des objectifs qui ont été retenus par nos instances dans le cadre de ce PPAS. C'est un point très technique qui a trait à notre cahier des charges. Vous savez que l'ensemble des rétrocessions SAFER fait l'objet de rédaction de cahiers des charges spécifiques en fonction du projet du candidat retenu et des motivations qui ont conduit les comités techniques à rendre un avis favorable à cette attribution. Il nous a semblé essentiel, et il y a une forte demande en la matière, d'être plus performant dans la rédaction de ces cahiers des charges en fonction des projets développés et surtout de mettre en place un programme annuel de suivi sur les rétrocessions pour qu'on puisse contrôler la mise en œuvre effective des projets, en mettant l'accent notamment sur les projets d'installation et sur les projets qui ont émané d'une préemption environnementale. Nous sommes en train d'élaborer un programme de suivi et une des perspectives de suivi que nous allons partager avec notre conseil d'administration. Cette question de l'amélioration du suivi des projets retenus est revenue également dans les débats. Pardon, il y a une petite manip. Et on va régler le problème technique. Est revenu dans les débats. Et nous allons en tout cas mettre l'accent sur cet aspect-là des choses. Excusez-moi. Je retrouve mes petits. Pour finir, voilà, excusez-moi pour le problème technique. Pour finir, deux choses importantes, enfin surtout une première chose, et je l'ai dit en introduction, cette réflexion sur le programme pluriannuel d'activité, elle s'est faite parallèlement à une réflexion stratégique autour de la RSE au sein de la SAFER PACA. Je vous rappelle que la responsabilité sociale des entreprises, c'est une démarche qui vise à prendre en compte des aspects environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques dans le cadre de notre activité. Donc une démarche a été entreprise au sein de la SAFER PACA autour de cette réflexion-là. L'idée était évidemment d'y associer l'ensemble du personnel de la SAFER et les maîtres mots dans la réflexion, c'était la transparence, l'ouverture, quelle utilité la SAFER PACA a pour la société et quelle est notre responsabilité. Ce qui est un point important que l'on peut retenir est lié au fait que dans le cadre de la réflexion RSE, il y a un certain nombre de points qui ont émané de l'ensemble des salariés et qu'on retrouve dans les orientations et dans les objectifs du PPAS. Je pense notamment à la question de notre contribution à la souveraineté alimentaire ou à la préservation de l'environnement. Donc c'est plutôt intéressant et rassurant. Et on va s'inscrire dans la réalisation d'un programme d'action pour évoquer et aborder les questions de démarche de progrès continu sur ces questions-là, parce que ça nous semble décisif et surtout c'est une démarche qui nous apparaît motivante
au niveau de chacune des équipes de la SAFER. Pour conclure, vous dire que l'ensemble des objectifs et des engagements que je viens d'énumérer sont repris dans notre document de synthèse qui est accessible sur notre site internet et qui est également accessible sur le site de la DRAF. Voilà. Merci Laurent pour cette présentation très détaillée et en très peu de temps, donc bravo pour l'exercice. Et puis écoutez, je pense qu'on n'est pas là pour faire un monologue, donc j'espère que ça va appeler des réactions, donc je vous invite à vous manifester pour pouvoir échanger avec nous. Voilà, levez la main pour qu'on vous identifie. Qui c'est qui se lance? Il faut toujours un premier. Hein. Ça y est, ça démarre. Geneviève? Oui, bonjour. Alors, ce ne sera pas un, ce sera une. Merci beaucoup pour cette présentation parce que ça montre quand même comment évolue la vision de toutes les institutions sur le foncier, sur l'installation des jeunes. Je pense vraiment qu'on peut s'inquiéter sur la reprise en fait et sur le maintien de l'agriculture, alors qu'en fait, effectivement, c'est difficile de trouver des jeunes pour reprendre et puis surtout de pouvoir avoir accès comme ça au foncier. Et j'aurais deux questions en fait. Comment est-ce que vous expliquez toute cette existence de friches? Où est-ce qu'elle se trouve essentiellement? Et puis, quelles sont les possibilités ouvertes par la loi sur sur l'accès de la SAFER, de l'accès au contrôle sur les parts sociales? Voilà, donc de quelle manière vous allez pouvoir vous investir là-dessus? Alors, sur la question des parts sociales, déjà, pour commencer, sans être trop long, un bref historique. Depuis que la SAFER est créée, on est un outil adapté et pertinent pour intervenir sur la vente de parcellaires, d'exploitation, d'actifs agricoles. Mais, si j'ose dire, il y avait un trou dans la raquette. C'est lorsque le foncier était détenu par des sociétés et que ce n'étaient pas les actifs qui étaient vendus, mais des parts de société. En 2014, le législateur a commencé à combler le trou en nous dotant d'un droit de préemption sur les cessions de parts sociales de sociétés qui détiennent et exploitent du foncier agricole, mais uniquement, pour des raisons de constitutionnalité, uniquement si 100% des parts de la société étaient cédées. En l'occurrence, j'ai coutume de dire que le lendemain, il y avait un nouveau trou dans la raquette, c'était qu'on était notifié de la cession partielle de parts de société, 99%. Du coup, dans ce cas-là, on n'avait plus de possibilité d'intervenir. Fort de ce constat-là, le législateur il a changé complètement d'orientation et à travers la loi Sempastou, on nous dote d'un nouvel outil. Alors on oublie la préemption, on n'est plus sur de l'acquisition, on est sur le principe d'un agrément. C'est-à-dire que la SAFER va instruire pour le compte de préfets de département des notifications qui vont nous être envoyées, des projets de cession de parts sociales de sociétés qui détiennent et qui exploitent du foncier. Et l'idée, c'est que si la prise de contrôle, à travers la cession de ces parts, la prise de contrôle est faite par une personne physique ou morale qui dépasse un certain seuil, dit seuil d'accaparement, la loi précise que ce seuil d'accaparement, alors j'ouvre les guillemets, doit être compris entre 1,5 et 3 fois la SAU moyenne régionale pondérée, je ferme les guillemets. Donc si cette prise de contrôle conduit à dépasser ce seuil-là, à ce moment-là, la SAFER va instruire pour le compte du préfet l'agrément ou le non-agrément
de la cession qui est proposée. Et l'idée du législateur, c'est de pouvoir éventuellement imposer, dans le cadre de l'agrément, de la cession proposée, des mesures de compensation, c'est-à-dire de dire à la personne qui prend le contrôle, en compensation, comme vous dépassez le seuil, et compte tenu des enjeux de territoire, il serait souhaitable, nous souhaitons, nous vous imposons, que vous libériez du foncier, soit à travers une cession, soit à travers une location, parce que sur tel et tel secteur, on sait que vous avez du foncier, on sait que vous avez des jeunes, il y a des jeunes à installer qui ont des projets pertinents et viables. Voilà l'esprit. Donc j'insiste sur le fait qu'on n'est plus sur l'exercice d'un droit de préemption, on est sur l'instruction d'un dossier d'agrément avec l'émergence éventuelle de mesures de compensation. Voilà pour la loi Sempastou. Alors la loi n'est pas encore en vigueur, puisqu'elle est adossée à un décret dont nous attendons la parution. Donc nous, on s'est mis en ordre de bataille pour être opérationnel au 1er janvier 2023 sur cette question-là. Ça ouvre un nouveau champ. C'est assez intéressant de commencer à travailler sur ces sujets-là. Et on espère que ça va nous permettre de maîtriser du foncier pour installer des jeunes sur les territoires. Alors, quant à la question des friches, c'est compliqué d'avoir une réponse simple parce que vous savez comme moi que le territoire de la région est extrêmement hétérogène, mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs dans certains départements qui ont connu, pour des raisons historiques, structurelles, conjoncturelles, des déprises, parfois des rétentions spéculatives également, et du coup ça explique pourquoi, enfin à mon sens en tout cas c'est une des explications, pourquoi on peut se retrouver sur pas mal de territoires avec des secteurs en friche. Et compte tenu des besoins de foncier que l'on a, on voit bien l'intérêt de les identifier, ces secteurs en friche, de se poser la question, parce que ça c'est extrêmement important, pourquoi ils sont en friche, pour quelles raisons, et le cas échéant, de déclencher des animations foncières pour aller remaîtriser, reconquérir ces espaces-là. C'est un travail de longue haleine, c'est très ingrat. Il n'y a pas de garantie de résultat parce qu'il faut aller convaincre des propriétaires, mais c'est un travail qui a déjà été initié dans pas mal de territoires, notamment sous l'égide de stratégies foncières avec des collectivités. Laurent. Oui, je ne sais pas si je peux intervenir, poser la question. Oui. Merci. Je vais couper la caméra parce que je suis un peu en limite de... Voilà, je suis un peu en limite de distribution du réseau. D'abord, vous félicitez pour la qualité du film que vous avez fait là, en présentation. Je pense que ce film, en présentation, il faut le divulguer le plus loin possible, le plus vite possible sur la région, à travers le plus de structures pour que tout le monde voit bien l'évolution des chiffres et l'enjeu. Je trouve que c'est important. La question que j'avais à l'esprit, parce que moi je suis un représentant au niveau de la filière viticole au niveau régional, mes grandes régions, sud-est, et de l'interprofession des producteurs de vin IGP, sur la loi Sempastou, là, la question que me pose ce truc-là, c'est un problème, c'est que si vous partez du début de l'analyse de la situation, vous savez pertinemment que la viticulture n'est pas dans la problématique de la souveraineté alimentaire et je dirais de l'enjeu nourricier que l'on évoque au travers de la volonté de garder des terres pour faire de l'agriculture. La filière viticole, c'est une filière compliquée. Aujourd'hui, le marché est très mal. On va passer une année 2023 très compliquée. Si demain, vous avez une exploitation qui vend parce qu'il n'y a pas de repreneur derrière, parce que c'est une personne qui est à la retraite qui vend cette exploitation, si vous la coupez en 4 ou 5 morceaux pour ajouter 3 hectares
pour installer des jeunes qui en ont 2 ou 3, tout le monde est dans la misère. Hein. Il y aura personne qui se sortira proprement et économiquement, viablement de cette opération. Alors que si nous laissons l'exploitation complète et que nous mettons une autre personne qui achète, même si c'est pas un agriculteur à la base, mais que c'est quelqu'un qui veut faire de l'onotourisme, de l'agro-environnement, du développement du produit localement, etc. Mais ce qui va lui demander du coup d'avoir des moyens, c'est pas en coupant l'exploitation qui est à la vente en 5 ou 6 morceaux que ça va fonctionner. Voilà, c'est juste une réflexion que je tenais à évoquer. Merci. Merci. On comprend très bien votre réflexion. Hein, et je pense que dans beaucoup de dossiers qui sont traités par les comités techniques, la question du maintien de l'unité économique, elle est récurrente, hein, et elle est à l'esprit de tout le monde. Et bien entendu que ce genre d'appréciation sur le maintien des unités économiques devra être prise en compte lors de l'analyse des sessions qui nous seront proposées. On ne peut que vous rejoindre sur la réflexion. Il ne s'agit pas d'organiser la précarité. Hein. Oui, bonjour. Oui. Oui, Laure Guillerme, donc Parc d'Yverdon. J'avais juste une petite question sur le suivi. Est-ce que ça veut dire que des gens qui ont eu une attribution hors cadre familial et qui finalement fusionnent avec leur famille, leurs parents, est-ce que ça sera suivi? Est-ce que ces gens-là qui ont été prioritaires, finalement, ils le resteront? Enfin, comment on voit tous en CETES faire des attributions où on se dit que la personne, elle va finalement s'installer avec ses parents et qui bénéficie pourtant du hors-cadre familial. Et du coup, comment est-ce que ce suivi va permettre d'améliorer cette petite difficulté? Alors, j'essaie de reformuler, c'est-à-dire, si j'ai bien compris votre question, votre interrogation, c'est de savoir est-ce que le suivi va se tourner vers les installations hors cadre familial, annoncées comme telles, alors que le jeune qui est installé a par ailleurs des parents qui sont exploitants agricoles. C'est bien ce que je comprends ? Oui, voilà, entre autres. Pardon, le son n'est pas bon. Écoutez, la réponse que je peux vous formuler, c'est la suivante. C'est qu'on prête une attention extrêmement forte sur la manière de rédiger une motivation et sur les conditions qui ont conduit le comité technique à attribuer le foncier à tel ou tel projet. Si le comité technique se tourne vers un projet d'installation à titre individuel d'un jeune dont les parents sont par ailleurs déjà installés, bien, le suivi vérifiera également cette question de son installation à titre individuel et qui est bien indépendante de l'installation, de l'exploitation de ses parents. On collera aux motivations qui ont conduit à attribuer le foncier à tel ou tel porteur de projet. Ok, merci. D'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Je ne vois pas de main. Oui, bonsoir. Oui, vous m'entendez?
Oui, alors j'avais une question par rapport à l'accès au bâti. Vous parlez d'intervenir sur l'accès au bâti, améliorer la résilience de l'exploitation agricole. Moi, je pense au fait que dans de nombreux cas, l'installation des jeunes agriculteurs est en lien également avec le problème de l'accès au logement. Et je voulais savoir comment est-ce que vous comptiez vous saisir de cette problématique pour favoriser également l'accès au logement en lien avec le foncier. La difficulté de l'accès au logement pour les jeunes agriculteurs est essentiellement liée au prix de ces logements. Et c'est ce que nous avons érigé comme facteur limitant. Et c'est pour ça que l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de sensibiliser les collectivités notamment à la question du changement de destination. Si on arrive à faire passer l'idée, qui est une idée qui est adossée à une réalité juridique, on ne l'a pas inventée, ce n'est pas une vue de l'esprit, sur le fait que les bâtiments d'habitation en zone agricole sont des sièges d'exploitation et que toute cession envisagée à un non-agriculteur doit au préalable faire l'objet d'un changement de destination, c'est-à-dire que d'un contrôle par une question d'autorisation d'urbanisme. On considère qu'on va pouvoir enrayer la spéculation sur le bâti d'habitation et du coup permettre de réserver finalement ces exploitations à un marché pour des exploitants agricoles et pour des jeunes et enrayer l'augmentation latente et récurrente du prix de ces bâtis. Alors, pardon, moi, du coup, je reviens parce que cette question, elle me tordait aussi l'esprit sur le bâti. Vous avez dit qu'on avait 240 hectares de stock et une somme, donc je n'ai pas noté 30 millions d'euros, mais est-ce que du coup, dans ce stock, il y a du bâti aussi? Alors, je vais juste vous corriger, c'est 2400 hectares. Oui. Ah, pardon, d'accord. Alors, je comprends votre question. 240, 34 millions d'euros, oui, il vaudrait mieux qu'il y ait du bâti, oui. Mais plus sérieusement, non, c'est 2400 hectares pour 34 millions d'euros. Alors, effectivement, il peut y avoir du bâti, effectivement, dans nos stocks. Oui. Parce que, par exemple, vous voyez aujourd'hui, pareil, vous installez un jeune sur 10 hectares de vignes. Et ne comptez pas derrière qu'il ait la possibilité de construire une maison. Déjà, pour construire les hangars en zone agricole, c'est d'une difficulté qui commence à être vraiment prégnante. Donc, vous installez un jeune avec 10 hectares, il n'a pas de bâtiment. Et s'il n'y a pas de bâtiment existant, le jeune, il peut habiter dans le village, en ville. Et après, il faut trouver un endroit pour mettre le matériel. Et voilà, je veux dire, c'est vrai que la question qui vient d'être posée, là, elle est aussi, c'est un sujet, quoi. C'est un sujet. On en est parfaitement conscient. C'est ce que je me suis permis de préciser dans les constats et dans la photographie de la situation. Aujourd'hui, plus que jamais, on voit bien que les taux se resserrent et c'est extrêmement compliqué d'obtenir des permis, même pour des jeunes, pour des bâtis en zone agricole, pour des hangars, mais alors, et pour des bâtiments d'habitation, c'est encore plus vrai, à moins de démontrer de la nécessité de devoir habiter dans la zone agricole. Donc on en est parfaitement conscient. Bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir. Je me permets de rebondir sur cette question du logement des agriculteurs. Bon, je suis dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai qu'en échangeant avec Terre de Liens au niveau local, cette question est arrivée, notamment sur le fait que, au-delà du foncier qu'ils avaient pu constituer au niveau de Terre de Liens, la question de l'habitation, de l'habitat des agriculteurs était
semble-t-il, un frein à l'installation actuellement. Et donc, je me permets de rebondir sur cette question. Alors, au-delà de l'exemple que vous avez cité sur le changement de destination, donc pour un bâtiment existant, c'est vrai que la question de la restauration, y compris d'un bailleur social pour les agriculteurs, pourrait être aussi à réfléchir. Donc voilà, c'est sur cette thématique. Et je me permets de terminer encore une fois en vous félicitant pour ce travail d'introspection, d'innovation, de réflexion d'analyse de vos actions. Et je constate, donc moi je fais partie d'associations environnementales, c'est que sur ces questions où chacune d'entre nous, de nos structures, sont assez volontaristes et précurseuses, il semble malgré tout qu'on se heurte à des jeux d'acteurs où en fait on est en tête à tête et voilà, donc c'est voir comment et vous inciter à développer des réseaux locaux de mise en œuvre de vos actions pour qu'en fait on fasse un effet de masse, qu'on soit plusieurs à porter notamment vos préconisations pour que ça devienne réalité et pas simplement des vœux pieux. Voilà, donc moi encore une fois dans le 06 c'est assez particulier, mais c'est vrai que je termine, on est souvent isolé dans des préconisations que l'on porte qui vont dans le sens là notamment que vous présentez. Donc encore une fois je plaide pour essayer de voir si on peut pas constituer des groupes locaux de mise en application notamment de vos préconisations pour qu'au niveau local ça puisse encore une fois être des réalités. Pardon d'avoir été un peu long. Merci pour votre intervention. Quand je vous écoute, il y a une idée qui me vient à l'esprit, c'est que il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première des choses, c'est que ce sont nos réflexions que l'on vous livre et on va s'engager sur la mise en œuvre d'un programme pour 6 ans. Mais je voudrais insister sur le fait que ce qui nous a guidés, c'est l'intérêt général et ce sont les politiques publiques. Finalement, on traduit ni plus ni moins que des politiques publiques et on est à l'écoute des politiques publiques en la matière. Ça, c'est la première des choses. Et puis, moi, j'ai le sentiment que quand vous évoquez cette question de traduction au niveau local, finalement, vous parlez de conciliation de différents enjeux. Et quand on réfléchit à l'ADN de la SAFER, à ce que sont ces instances de gouvernance, à ce qu'est un comité technique, qui associe l'ensemble des institutions représentatives du milieu rural, c'est bien l'objectif, c'est bien de mettre sur la table, dans le cadre d'un débat, la conciliation de différents enjeux qui parfois se télescopent et de politiques publiques qui parfois se télescopent et qui nécessitent un arbitrage. D'autres questions, d'autres remarques? On a été très clair. Plus de questions? Écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci. On était, je n'ai pas le nombre exact, mais j'ai l'impression qu'on était... Non, oui, il y a une question? Non. Non, écoutez. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé.
On s'était engagé lors des consultations citoyennes à revenir vers vous. C'est chose faite ce soir. Ça nous tenait à cœur d'aller au bout du processus qu'on avait engagé. Donc, c'était l'occasion aussi d'élargir, en dehors de ceux qui avaient pu participer lors des consultations, mais de le présenter encore plus largement. Donc, je pense que c'était très intéressant et merci à tous pour votre participation. Bonsoir à tout le monde.